bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous parlons des enfants avec des besoins spéciaux, comment les aider et comment les aimer. Et nous sommes toute la semaine avec Mathieu et Vanessa Turpin qui nous viennent du Canada. Bravo. Assez rare, ça devient assez rare pour nous quasiment, mais on est super contents, mon équipe et moi, de pouvoir passer la semaine avec vous. C'est vraiment une belle semaine. Merci beaucoup. J'apprécie énormément l'authenticité, la transparence avec laquelle vous partagez votre propre parcours en tant que parent. Moi, je trouve ça hyper édifiant, puis en même temps très instructif. Et je crois que l'Église a besoin d'être instruite à ce sujet parce que on a besoin de comprendre certaines choses. Puis quelquefois, on est un petit peu, en tant que chrétien, dans un petit monde. Oui. Et puis, avec très peu de solutions, finalement, beaucoup plus fermé que Dieu lui-même. Et pourtant, la Bible nous dit que les pensées de Dieu sont plus élevées que les nôtres. Mais en tant que bon chrétien, on a l'impression qu'on doit enfermer les pensées de Dieu dans une toute petite boîte. Et ça nous limite. Et alors qu'on parle cette semaine des enfants avec des besoins spéciaux, je pense qu'on peut avoir beaucoup de limitations, beaucoup aussi de préjugés. Et Mathieu, tu l'as dit, Vanessa, elle aime beaucoup lire, elle aime beaucoup chercher. Oui. Elle recherche beaucoup sur ce sujet depuis qu'on a eu la diagnostic pour Kylian, mais définitivement, elle aime ça. Et c'est super parce que du coup, tu as pu découvrir plein de choses. Alors, avant qu'on puisse aller plus loin et pour que vos cœurs restent disposés, mes chers amis, non, nous ne sommes pas docteurs, mais Vanessa va partager ce qu'elle a pu découvrir au cours de toutes ces années dans ses recherches personnelles, ce qu'elle a pu mettre en place aussi pour son propre fils et les résultats qu'elle a pu voir. Alors, nous voulons nous dégager maintenant, vous rappeler que c'est un témoignage et vous encourager à aller consulter aussi de votre côté et à faire vos propres recherches. Mais on ne veut en aucun cas se substituer à un conseil médical en vous disant de faire telle et telle chose. Mais je trouvais ça vraiment intéressant que vous puissiez cette semaine partager ce que vous avez découvert et ce qui a fait une différence aussi. Oui. Parce que on va voir aujourd'hui comment on peut faire un équilibre entre la foi, la médecine et le naturel. On peut penser que ça fait pas bon ménage, mais en fait, c'est un mélange qui marche extrêmement bien. Oui, et puis on peut rester dans la foi sans être dans le déni. C'est-à-dire, je reste dans ma position de foi. OK, j'ai reçu un diagnostic par rapport à mon enfant. OK, Seigneur, tu as plus pour lui. Voici mon géant. Voici à quoi je fais face. Mais je vais m'équiper de façon spirituelle, mais je vais m'équiper aussi de façon naturelle et peut-être médicale aussi. Donc, nous, on a exploré en premier lieu le naturel. Donc, on avait eu un diagnostic à l'âge de 6 ans de déficit d'attention. Et puis, on avait essayé différents produits naturels, différentes façons de le nourrir. Mais c'était plus difficile à l'âge de 6 ans. Ils sont plus petits, ils aiment moins de choses, ils comprennent moins aussi. Et puis, on avait essayé aussi des suppléments naturels pour la concentration. Donc, j'ai essayé toutes sortes d'huiles de poisson, toutes sortes de différentes choses pour la concentration. Pour nous, ça n'a pas été assez pour avoir un résultat scolaire efficace pour pouvoir le garder dans une classe régulière. Donc, on a dû, malheureusement, que je pense à l'époque malheureusement, mais on a dû se tourner vers la médecine et il a dû prendre du Ritalin. Vous allez me dire, oh là là, non, t'as pas donné. Ben oui, pour sa vie à lui, sociale, scolaire et la vie de famille, il a fallu donner un Ritalin pour un certain temps et un certain dosage. Et on s'est résolu à le faire. Et les résultats ont été magnifiques. Les résultats ont été drastiques et magnifiques, c'est-à-dire qu'il a pu suivre une scolarité régulière dans une école privée, mais quand même une scolarité assez régulière. Il a une vie sociale aussi équilibrée et on a retrouvé l'équilibre familial. Ce qui était important. Et c'est là, encore une fois, quand je dis à quel point on a des idées très arrêtées, un traitement médical, c'est contre la foi. Et ce que j'aime dans la manière dont vous le partagez, c'est que tout ça, c'était des outils, en fait. Oui, le traitement médical n'est pas devenu votre Dieu, c'est ça qui va tout changer. C'est un outil. Et puis, comme tu le dis, avec un certain dosage pour un certain temps. Et ça faisait partie du processus. Et je pense que c'est peut-être aussi qu'à la fois ce déséquilibre qu'on peut avoir si on prend un traitement, ça veut dire qu'on croit que Dieu peut rien faire. En fait, ça peut vraiment être... on peut trouver un équilibre et puis se dire...
qu'il y a quand même un enfant qui est un Oui. humain Oui. et qui vit des choses, qui ressent certaines Oui. choses. Et puis, il y a des situations où on doit intervenir de façon ça. médicale parce qu'on peut juste pas laisser les gens souffrir parce que nous, on se dit, on a la foi. Oui. C'est un peu cruel au final de Oui, faire ça. imagine que tu as besoin de porter des lunettes et que tu t'obstines de dire non, 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 je ne porterai pas de lunettes, je ne veux pas d'aide extérieure, Dieu va me guérir, et que tu fonces dans les murs. Tu ne peux pas conduire, tu ne peux pas lire, tu ne peux pas faire ton travail scolaire parce que tu t'obstines. C'est pas parce que c'est un certain handicap qui est peut-être qu'on ne voit pas aussi visible que quelqu'un d'autre, qu'il n'a pas besoin de prendre quelque chose pour la concentration. Puis ça, c'était notre histoire à nous. C'est comme de donner, parce que là tu parles pour soi, Oui. et là dans ce cas-là, ce serait comme de refuser qu'un enfant porte des lunettes, Oui. alors qu'il n'arrive pas à apprendre à Exactement. lire, il a des maux de tête. On se dit, quel genre de parent ferait ça? Et là c'est un autre, c'est un autre domaine médical, mais pourtant ça revient un petit peu au même dans... Exactement. Alors je pense qu'il ne faut pas négliger l'aide médicale. Puis comme je disais, c'est pour un temps. Ça ne veut pas dire que ce sera à vie, c'est vraiment pour un temps. Et puis, on peut, à travers ça, voir son enfant et puis l'aimer à travers tout ça. Et puis, s'il sent que nous, on est confortable avec le traitement et pas qu'on le fait à reculons, lui, il va pouvoir être d'accord aussi de le prendre. Et toi, j'ai l'impression que tu es le genre de maman, Vanessa, l'aide médicale, ok, mais que tu prenais pas tout pour acquis ce que tu entendais chez le médecin. Ah non, 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 je questionnais, j'arrivais l'impression, avec des options, il confirmait mes options. Oui, parce que je voulais... Eux aussi se préparaient du coup quand ils savaient qu'elle arrivait, tu sais, c'est comme, elle, Oui. Des fois, même, j'ai déjà vu elle proposer le diagnostic au médecin. Puis, j'ai jamais pensé à ça, peut-être, tu as raison. Ouais. Et des fois, Quand je disais avoir un classeur, dans une autre émission, on parlait d'être en charge de son diagnostic, avoir un classeur avec toute l'information médicale, puis le garder, être en charge de son propre dossier médical, l'amener avec soi, savoir en allant chez un spécialiste ou chez un autre que tu as toujours ce qu'il faut pour laisser des copies, parce qu'on gagne du temps. Parce que sinon, ça prend du temps quand il faut attendre, qu'on fasse un transfert de dossier et tout ça. Donc, c'est compliqué. Mais donc, nous avons dû prendre ce médicament. Mais ensuite, à l'âge de 16 ans, on a poussé pour le diagnostic autre parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose de plus. Puis là, on a eu un diagnostic d'autisme. Alors là, ça a été un petit peu, OK, on recommence nos recherches. Parce que là, moi, je n'avais pas été faire mes recherches pour l'autisme parce que pour l'instant, on n'avait encore pas exploré ça. Donc là, on a fait nos recherches et avant quoi que ce soit, on est allé chez une naturopathe pour essayer de comprendre comment est-ce que je peux aider mon enfant. J'ai tout exploré. J'ai exploré le côté médical, bon, pour la concentration, d'accord. Maintenant, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre qui peut aider mon enfant? Et effectivement, le recours à une naturopathe, elle va vraiment travailler l'intestin, savoir s'il y a des intolérances alimentaires, parce que ces enfants-là ont tendance à avoir des intolérances alimentaires. Pas tous les enfants, mais encore une grande majorité. Puis, il y a certaines études qui ont aussi appuyé les déficits d'attention avec hyperactivité, d'avoir un régime adapté, sans gluten et sans produits laitiers. Pour l'autisme, c'est encore mitigé. Les études se contredisent. Mais moi, j'ai dit, pourquoi pas l'essayer? On n'a rien à perdre. Alors, on a essayé un régime très strict. On a fait une prise de sang, d'abord une grosse prise de sang qui a été toute une bataille. Et puis là, tous les aliments ont été testés. Et effectivement, il y avait 4 aliments qui sont sortis comme étant très allergènes. Ou disons, c'était plus une intolérance, une grosse intolérance qu'une allergie. Puis pour mon garçon, c'était le gluten, les produits laitiers, le soya puis le maïs. D'accord. Alors, c'est quelque chose qui agressait son corps constamment, qui crée une inflammation. Et quand on parle d'autisme, on parle que c'est des enfants qui aussi ont, au niveau de leur cerveau, que c'est comme le brouillard, ces nuages, ça ne connecte pas comme il faut. Puis s'il y a de l'inflammation, ben, ça n'aide pas, ça aggrave les symptômes. Donc, ce n'est pas la nourriture qui crée l'autisme, mais c'est plutôt que beaucoup de toxines ou beaucoup d'inflammation vont aggraver les symptômes. Je vais juste clarifier ça. Ce n'est pas la cause, c'est juste que ça n'aide pas. Et donc là, vous avez changé votre régime alimentaire. Alors, ce qu'il faut faire quand tu as un enfant avec des besoins comme ça spéciaux et tu fais un changement,
les spécialistes nous ont conseillé que toute la famille joue le jeu. Alors, toute la famille, on s'est mis sans gluten, sans produits laitiers, sans soya, sans maïs. Mais au tout début, ça a été encore plus drastique parce qu'on a enlevé tous les allergènes. Puis Mathieu, il était bon. Il a fait ça avec lui pour 3 mois. J'étais bénévole. Oui, bénévole. Pour 3 mois. J'ai dit, c'est parce qu'il se sentait seul. Il dit, je ne peux plus manger de pizza, plus de pasta. Puis Ouais. C'était vraiment un gros drame pour lui. Ça. Je dis, Kylian, je vais le faire avec toi. Ouais. OK. C'est qu'à un moment donné, puis j'ai dit, moi, si ça peut m'aider aussi, tu sais, pour le niveau de concentration, tout ça. Oui, Ça fait j'ai fait avec lui, puis il était content, quoi. Ça fait que... Vous avez fait 3 mois, je pense, Ouais. 1 mois drastique, Ouais. puis après on a réintroduit tranquillement C'est ça. les aliments qui pouvaient être bien tolérés. Et toi, tu as perdu 20 livres, je pense. Ouais, j'ai Wow! perdu Ça a du été poids, drastique. J'allais au gym, j'étais rendu toute cote et tout, là. J'aurais continué. C'est ça. OK. Mais ce qui est le plus fantastique, c'est qu'après 1 semaine de régime strict, tout d'un coup, il est sorti de sa bulle. Ouais. 1 semaine? 1 semaine. En une semaine, nous, on on a n'en vu revenait pas, tout ça. d'un coup les résultats au niveau de son cognitif, au niveau de son raisonnement. Comment au vous avez vu niveau... ça? Comment vous avez remarqué? Alors, on était dans l'auto, puis tout d'un coup, d'habitude, il parle très peu, ou s'il parlait juste de ses intérêts, juste de ses jeux vidéo, juste de ses voitures, de ce qu'il va faire lui, toujours ses intérêts. OK. Pas initier une Non. conversation? Non, jamais. Jamais initié, très rarement ou jamais. Et il était en arrière et tout d'un coup, il pose la question en disant « Maman, madame telle et telle, son ministère, il devient quoi? » Nous, on se retourne, on se regarde. On s'est regardé, on dit, Et ça a vraiment été un moment qui est marqué dans ma vie parce que je me souviens encore où on était dans la voiture et qu'est-ce qui s'est passé. Et là, il a commencé à poser des questions, puis à s'intéresser aux autres, à sortir de sa bulle. Et on a vu vraiment un changement radical. En 1 semaine? En c'est 1 fou. semaine de... ouais, on n'en Alors, revenait pas. ouais. C'était drastique, quoi. C'était comme, oh my goodness, il parle. C'est ça, il parle d'autre chose que de ces choses à lui et il s'intéresse à autre chose. Et beaucoup plus calme, beaucoup moins résistant. Il était moins résistant quand on demandait des choses, moins dans sa bulle, disons. Donc, le fait qu'on a vu un résultat si drastique, pour nous, on a dit on est sur la bonne piste. Alors, on a continué, puis effectivement, il avait des petits boutons qui ont disparu, on a vu des signes physiques aussi d'inflammation qui ont disparu, et on s'est dit, on est vraiment sur la bonne piste. Et mon pédiatre, au début, il était sceptique. Ouais. Pourtant, il était spécialisé dans les besoins spéciaux, mais il était sceptique. Ça fait 10 ans qu'on est avec notre pédiatre. Aujourd'hui, il y a 2 ans à peu près, il m'a dit... Tu sais, là, ton histoire de gluten, les études ont rattrapé, puis on l'utilise. Continue, parce que tu avais raison. Ah, mais tu vois, ça, si tu cherches un travail. Non, mais c'est ça. En tout cas, donc, le fait qu'on a vu un résultat comme ça si fort, ça nous a encouragés. Et aujourd'hui encore, s'il fait un écart de nutrition, il n'a pas besoin de me le dire. Ah, tu On le le vois. sait. Je le vois dans ses yeux. Ah ouais, Il a les yeux, tu sais, on dit dans le beurre, tu sais, les yeux... un peu dans le vide. Oui, perdu, Ah perdu. ouais. Je le vois même dans sa coordination physique. Et il est partout. Il est partout. Il parle fort, Ouais. c'est complètement différent. Ouais. Et du coup, vous tous, dans la famille, vous avez continué le régime aussi? Alors, je fais le régime de ce que je cuisine et ce que j'achète pour la maison. On suit ce régime, mais on fait des écarts en dehors pour être capable de continuer à manger normalement. Et ou lui être aussi capable. fait des écarts? Il essaie de pas. Ouais. C'est sûr que ça arrive. Comme je te dis, on le sait, puis ça prend 3 jours d'élimination. Ah ouais, trop. Oui, ça prend 3 jours de symptômes un petit peu. Puis après, là, une bonne passe, ça va bien. Mais il se rend compte aussi. Ouais, c'est ça, j'allais Il te se demander. rend compte. Il réalise, il voit la différence dans... Oui, Ouais. oui, il se rend compte. Puis je lui dis, hey. Il me dit, je voulais te le cacher. Ben, je dis, tu ne peux pas me le cacher. Je peux pas rien J'ai cacher. mangé du gluten. Ouais, et du coup, qu'est-ce que je vais dire? Oui, donc la naturopathe, elle t'avait conseillé de faire ça, mais d'un point de vue pratique, peut-être, parce que j'ai l'impression qu'il y a du gluten dans tout, en fait. Oui. Mais est-ce que c'est accessible pour la famille lambda internationale Oui. de manger sans gluten? Absolument, parce que tout ce qui est riz, nous, on ne peut pas le maïs, il ne peut pas le maïs, mais tout ce qui est riz n'a pas de gluten. Alors, il y a des céréales, la quinoa, le manioc, donc il y a plein d'options autres
que du gluten. Puis maintenant, sur le marché, c'est très à la mode. Donc, on c'est trouve vrai. tout sans gluten. Le défi, c'est de trouver sans gluten, sans produits laitiers, sans sans soya. soya ou sans maïs. Mais si on cuisine nous-mêmes, c'est très facile de suivre. Donne l'exemple d'un plat facile à faire. Un plat facile, tout ce qui est asiatique. Poulet, Par exemple, riz. poulet au curry avec du riz. On fait une sauce à spaghetti avec des pâtes au quinoa ou des pâtes au riz. Toutes nos pâtes sont au riz. Les lasagnes sont au riz. Tous les sautés, les stir-fry, les riz frits avec des légumes, des œufs, tu vois, c'est assez simple de remplacer aussi la sauce soya par des bouillons. Et puis, remplacer tout ce qui est maïs, maïzena peut être remplacé par de la farine de riz. Donc, tout ce qui est épaississant, tout ça peut être remplacé. Ok. Donc, mais c'est quand même plus facile si on cuisine, parce que si on n'a pas l'habitude de cuisiner, là, c'est un peu plus difficile. C'est pas évident si tu n'as pas l'habitude de cuisiner, mais en même temps, de plus en plus, ça s'en vient comme à la mode. C'est vrai. Donc, on trouve de tout sans gluten et sans produits laitiers. Donc, je vous dirais à la maison, si vous voulez l'essayer, personne n'a jamais décédé d'un régime sans gluten temporairement. Là, tu l'essayes 3 semaines, 1 mois, voir si ça fait une différence. Peut-être ça ne fera pas de différence. Peut-être ça fera une énorme différence. Puis c'est le parent qui le vit, qui voit. Ouais, c'est là où tu te dis ça en vaut la peine. Oui, finalement. absolument. Mais c'est pas forcément, c'est vrai, la première option ou la première direction dans laquelle tu penses aller dans une situation comme ça. Tu penses, je sais pas moi, les spécialistes, tu penses à plein de choses, mais tu penses pas à enlever forcément le gluten. Et comme tu me disais, Vanessa, que tu connaissais aussi une famille qui a changé son alimentation. C'est pas juste ta famille, enfin ton fils, mais tu connais une famille aussi. Et eux aussi ont eu vraiment des résultats étonnants. Oui, j'ai une famille qui avait un enfant sur le spectre aussi, puis qui devait être médicamenté ici. Ils sont repartis en Afrique s'installer, et avec la nourriture naturelle qu'ils ont trouvée là-bas, beaucoup plus naturelle, sans additifs et tout ça, ils ont pu arrêter les médicaments parce que la nourriture était beaucoup plus naturelle et puis que l'enfant s'est amélioré. Son comportement, sa concentration. Donc là, l'enfant n'a même plus de traitement aujourd'hui. Non. Parce que l'alimentation a été changée. Parce que l'alimentation était beaucoup plus naturelle. Ok, d'accord. Donc l'alimentation, le fait les additifs, ça aussi, c'est... les colorants et tout ça, c'est pas bon. Surtout ceux qui ont des diagnostics peut-être de déficit d'attention avec hyperactivité. On a vu qu'il y avait des effets, pas tous les enfants, mais on a vu que ça pouvait. Donc, c'est pour ça, quand je dis, c'est notre témoignage, on expérimente des choses. Pourquoi pas retirer des choses qu'on sait qui sont de toute façon mauvaises, tout ce qui est sucre, tout ce qui est caféine et tout ça. Pourquoi pas essayer de manger plus naturel, plus bio. Mais surtout, pour l'autisme, nous, on a enlevé, comme je te dis, les gluten et les produits laitiers, qui a été, pour nous, vraiment un succès. Tu voulais ajouter autre chose? Oui, je voulais aussi ajouter que lors de la planification, il faut toujours se visualiser seulement 3 mois en avance. Parce que c'est là, on a sauté, on a eu un diagnostic à 6 ans, on a eu un diagnostic à 16 ans, mais tu fais quoi entre deux? Parce que quand ton enfant il a 6 ans, puis qu'on te donne un diagnostic, tu t'imagines plus tard qu'est-ce que ça va avoir l'air, les années de l'adolescence, est-ce que ça va être difficile? Tentation. Oui, c'est ça. Cet aspect-là, oui. Et puis quand il avait 16 ans, puis qu'on a eu le diagnostic d'autisme, tu te dis, est-ce qu'il va pouvoir aller au collège? Est-ce qu'il va pouvoir avoir son appart? Est-ce qu'il va pouvoir se marier? Puis j'avais lu un bon livre en anglais, et dans ce livre, elle disait, tu ne planifies pas plus loin que 3 mois. Ah, 3 mois. 3 mois. Ah oui, non, c'est même pas 3 ans. C'est 3 mois. 3 mois, ok, pour ne pas faire d'accord. de l'anxiété. Parce qu'imagine, tu commences ton début d'année au mois de septembre. On ne planifie pas plus de 3 mois, à la fois vous en tant que parent, mais pour l'enfant non plus. Tu visualises pas plus loin que 3 mois. Okay. Et ça, c'est vraiment une clé à la maison. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. Quand tu as des enfants avec des besoins spéciaux, tu planifies son traitement, sa vie, ses activités, la vie de famille. Tu te l'imagines juste 3 mois à la fois. Okay. Parce que si tu t'imagines, qu'est-ce qu'on va faire dans 2-3 ans? Qu'est-ce qu'on va faire quand nous, on sera âgés? C'est la panique. Surtout avec ce que tu vis maintenant, c'est la panique. Et tu n'as pas besoin de ça tout de suite. Donc, toujours 3 mois. Puis moi, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé, ça.
Et là encore, je vais poser la question du peuple, mais 3 mois, est-ce que c'est parce qu'on se dit il peut arriver le pire? Et là, on se dit, est-ce qu'on n'est pas dans la foi? Peut-être c'est un peu un manque de foi de planifier que 3 mois finalement, plutôt que toute une année, parce qu'on croit que Dieu a des projets de paix et de bonheur. Alors 3 mois, c'est peut-être un peu de l'incrédulité. C'est parce que 3 mois, ton enfant change en 3 mois. Les progrès qu'il peut faire en 3 mois, tu seras plus encouragé dans 3 mois que si tu avais attendu de te dire, bon, l'année prochaine, tu vois, il ne sera pas le même. Dans 6 mois, il ne sera pas le même. Donc, planifie, visualise-toi pour dans 3 mois. Parce que sinon, on peut s'inquiéter. C'est pour éviter l'inquiétude, en fait, que je disais. Des fois, les progrès aussi qu'ils font sont différents que les progrès d'un enfant normal. Ça fait que peut-être qu'il va accélérer, puis dans ces 3 mois-là, ou même dans les 6 mois, prochains mois, il va avoir beaucoup grandi, il va développer. Puis tu vois, nous, on est dans une phase présentement où est-ce qu'on voit pas des régressions, mais tu vois, ça fait que c'est ça, si on planifie trop d'avance, puis on a trop une grande attente des fois, c'est sûr que la foi, on visualise la meilleure chose pour lui, puis qu'on place notre foi en Dieu. Mais en même temps, on vit dans un temps chronos, tu vois, Dieu dans le temps kairos, qui peut faire des choses instantanément, comme ça peut être dans une année, dans 2 ans, dans une semaine. C'est qu'on s'adapte comme ça, puis je pense que ça a été la meilleure chose de juste visualiser peu de temps en avance. Sinon, tu te décourages, dis-moi, surtout dans les fréquentations, tu sais, on pense, est-ce qu'il va avoir une femme? Est-ce qu'il va pouvoir vivre tout seul en appartement? Surtout maintenant. Puis, tu sais, parce que lui-même, lui, dit, moi, j'ai hâte d'avoir mon appartement. Je dis, mais parfait, on va t'aider quand tu t'es prêt à sortir, tout ça. C'est qu'on essaie de le faire réaliser, tu vois, mais il y a des dépenses, il faut payer l'électricité, le gaz, toutes ces choses. Fait qu'on travaille avec lui, mais en même temps, on se limite, dans le fond, à plus loin nécessairement tout de suite, parce que déjà qu'il puisse garder son travail, par exemple, pour les 3 prochains mois, pour nous, ça va être une victoire et pour lui aussi. C'est ça. C'est que je pense que les victoires sont vécues. Lui, il vit certaines victoires aussi, parce qu'il reconnaît aujourd'hui qu'il y a certains défis, mais en allant 3 mois comme ça, puis le fait qu'il peut garder, par exemple, son travail pour une période de 3 mois, ça va être pour lui une victoire. Il progresse socialement, il progresse au niveau de son travail. Et c'est différent, je pense, pour tous les enfants aussi. Mais... C'était un défi. La pandémie a quand même été un défi. Parce que nous, on est rentrés, il a fait sa première année de collège. Puis là, il a dû sortir de sa zone de confort, prendre l'autobus tout seul, trouver sa classe, suivre les cours, revenir avec les devoirs. Ça a été un défi. On a des histoires drôles. Tu comprends, il m'appelait, il était perdu. J'ai perdu ma classe, j'ai ma valise à roulettes, je suis pris dans le bois, je trouve plus. On doit chercher des feuilles. Qu'est-ce que je fais? Non, il faut quand même l'expliquer parce que c'est trop comique. Tu veux qu'on la raconte? On va la raconter. Il voulait absolument avoir tu sais, habituellement, tu vas à l'école, tu achètes un sac à dos normal, tout ça, mais lui, tu trouvais ça trop lourd avec tous les livres. Les gros livres de feuilles, puis tu vois, il y avait beaucoup de matériel. Finalement, il dit, non, je veux que mon grand-père va m'acheter une valise avec les roulettes. Ça fait que la première journée à l'école, tu sais, moi, je regarde ça de l'auto en sortant, je dis, non, mais qui va à l'école avec sa valise? On dirait qu'il s'en va à l'aéroport, tu vois, avec sa valise à roulettes. Finalement, tu sais, il arrive au casier, puis les casiers au collège étaient trop petit pour rentrer la valise. C'est ça. Alors là, lui, il était prêt que sa valise en classe et tout ça. Ça fait que, tu sais, ça a pris cette situation pour réaliser. Et là, il rentre à la maison. Je veux me débarrasser de ça, je veux un sac normal. C'est ça. Parce que le prof Laurent dit, allez mettre vos sacs dans les casiers, on se retrouve en bas, on part en forêt, vous allez chercher les feuilles que vous avez besoin pour votre herbier, et puis c'est 30% de la note. Et lui, il s'est battu avec son casier et sa valise. Ça marchait pas. Et là, c'était la panique, et il a fait l'administration, la sécurité, il a été partout, essayé de trouver le prof, parce que quand il est arrivé en bas, avec sa valise à roulettes, il n'y avait plus de classe, plus personne n'était là. Donc, c'était la panique. Il a fait le tour du campus, dans l'herbe, avec sa valise pleine de terre. Et là, il m'appelle. « Maman, je vais tomber dans les pommes. » « Comment ça, tu vas tomber dans les pommes? » Là, tu paniques dans ces moments-là, toi? Mais j'ai dit, attends, il était plein de ressources parce qu'il avait été voir l'administration pour trouver le prof, le numéro de téléphone, la sécurité, qui n'avait pas pu l'aider. Et puis, en 3e ligne, il m'appelait.
Ouais. Mais la ligne d'après, c'était le 911. Oh, oui, Donc, moi, j'ai dit, tu n'appelles pas police-ambulance, c'est une question. À moins que ce soit médical. OK. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu penses faire? Et il dit, il y a un Wendy's, je pense aller m'acheter une frite parce que je me sens pas bien, j'ai besoin de sucre. J'ai dit, bonne idée. Alors, il a été s'acheter sa frite. Et en revenant, il a croisé la classe qui sortait du bois, qui lui ont dit, ah, tu es là avec ta valise. Avec sa valise. Je prenais une petite pause. Mais tu vois, la pression est revenue sur nous parce qu'en rentrant, il n'avait pas trouvé les feuilles pour les RBA qui étaient 30% de la note. Donc, tu peux imaginer ce genre de pression après, essayer de trouver les feuilles qui doivent aller. Nous, on n'a aucune idée. Tu vois, des fois, il faut apprendre les arbres au fur et à mesure. Mais c'est quoi cet arbre? Ça ressemble à quoi cette feuille? Et tout ça. Puis... Parce qu'il faut aller le chercher en arrière de chez nous pour pouvoir, tu comprends? Puis des fois, il fallait aller sur d'autres terrains. Après, on regardait autour du voisinage s'il y avait un arbre, tel arbre. Ah, c'est devenu un devoir familial. Totalement. Je te dis, un travail d'équipe. D'équipe. Ouais. On va parler du quotidien demain, à quoi ça peut ressembler le quotidien. Oui. Mais aussi par rapport à la foi. Et je pense que des gens se posent la question, mais est-ce que quand on a certains diagnostics, oui. Est-ce qu'on pense aussi à la délivrance? On se dit, peut-être que mon enfant aurait besoin d'une délivrance. C'est une source spirituelle, donc aller voir les docteurs, changer l'alimentation. Mais si c'est spirituel, on a beau faire tout ce qu'on veut, n'empêche que ça ne changera rien. Oui. Est-ce que vous, c'est quelque chose aussi que vous avez envisagé? Ça faisait partie de vos options? Oui, totalement. On avait prié quand il était plus petit. On a toujours prié pour sa concentration, tout ça. Et plus tard, quand il avait eu le diagnostic, j'avais rencontré un monsieur qui était médecin, mais qui était aussi spécialisé dans les besoins spéciaux, qui avait fait de la délivrance avec des enfants autistes. Et il m'avait dit, il y a des cas où oui, c'est une question de délivrance, puis c'est comme ça, puis c'est fini, là. Et puis, il avait prié avec mon garçon, il avait pris du temps, puis il a dit, tu sais quoi, il dit, c'est pas spirituel, c'est vraiment quelque chose au niveau de sa connexion, de son développement. Puis ça m'avait soulagée, mais au moins, on avait exploré ce côté-là. Mais lui, il avait vécu des percées où il priait pour ses patients parce qu'il était dans le séculier. Et puis, il avait vu tout d'un coup des délivrances. Okay. Donc, on ne s'arrêtera pas à dire que ça n'existe pas. Oui, ça existe. La délivrance existe aussi pour certains troubles de santé mentale. Parfois, c'est vraiment un déséquilibre. Puis parfois, ça peut être aussi spirituel. Je pense que c'est vraiment encore là tout l'enjeu. On parle d'équilibre. C'est qu'on ne peut pas dire parce qu'il y a de l'autisme, c'est forcément une délivrance. Il y a besoin d'une délivrance parce que j'imagine, je pense à des situations qu'on a déjà entendues où les enfants, on est tout le temps là en train de chasser tout et n'importe quoi finalement, mais sans aller vers le médical. Et du coup, il n'y a aucune aide. Et puis spirituellement, la source n'est pas spirituelle. Puis d'autres enfants, par contre, qui sont trimballés de spécialiste en spécialiste, de régime en régime, etc. Et en fait, il y a une source spirituelle et il suffirait entre guillemets, mais de s'attaquer aux problèmes spirituels, de prendre l'autorité et de voir une délivrance. Mais c'est de faire preuve de discernement, mais aussi d'équilibre. S'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, s'autoriser à se dire OK, on va essayer autre chose, bien sûr, en restant biblique. On ne va pas amener les enfants chez des sorciers, etc. Et dans des trucs occultes et tout. Mais se dire, la médecine, ce n'est pas diabolique non plus. Et on en a parlé cette semaine, mais je crois que beaucoup d'entre vous, vous en êtes même pas au stade du diagnostic. Et encore une fois, nous voulons vous encourager à faire évaluer votre enfant pour savoir qu'est-ce qui se passe. Ce ne sera pas le mot final de sa vie, ce ne sera pas la finalité. Et même si les médecins ont des diagnostics très alarmants, il y avait des diagnostics qui n'étaient pas très encourageants vous concernant. Et jusqu'ici, Kylian les a tous dépassés, surpassés haut la main. Il a gradué, il a un travail, et il continue d'avancer. Et puis, un conseil que Vanessa a donné aussi, 3 mois, visualiser 3 mois, planifier 3 mois, 3 mois dans lesquels vous allez pouvoir évoluer, votre enfant va évoluer. Et comme tu l'as très bien expliqué, ça évite l'inquiétude, ça évite les déceptions, ça évite aussi les faux plans et tout ce que ça peut engendrer. Alors, merci encore à vous deux pour ces conseils, à la fois naturels, de foi et médicaux. Enfin, même si vous n'êtes pas docteur, je tiens à le préciser encore une fois. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.